Bonjour, chers participants. Bienvenue dans la chaîne de Monsieur Mohamed Aboul Hussein, dans la devise et le droit au bout du nez. Nous allons aborder aujourd'hui la rédaction des actes. La séance d'aujourd'hui est consacrée à la rédaction des actes. Bien sûr, quand on parle de rédaction des actes, le premier acte auquel on pense, c'est le contrat. Bien sûr, lorsqu'on parle du contrat, on parle du droit préventif. Pourquoi? Parce que quand on rédige un contrat, on cherche bien sûr la sécurité juridique. Et si l'adage des financiers disent « Donnez-moi de bonnes finances, je vous ferai de la bonne politique », je peux vous dire « Donnez-moi une base juridique solide et je peux vous garantir un cash flow ». Le contrat, bien sûr, lorsqu'on le rédige, c'est pour prévenir d'éventuels risques. Parce que le rôle d'un juriste, en général, est de détecter le risque, d'évaluer le risque et de couvrir ce risque à travers, bien sûr, l'outil le plus performant, à savoir le contrat. Bien sûr, le contrat, aujourd'hui, on parle même de l'ingénierie contractuelle, puisque le contrat rentre dans un projet dans lequel plusieurs acteurs interviennent, parce qu'il ne suffit pas de dire que le contrat doit établir par un juriste d'une manière abstraite. C'est faux. Pourquoi? Parce que le contrat concerne le financier, le contrat concerne les gens de communication, ce qu'il arrive à communiquer ou pas avec ce qu'il y a dans le contrat concerne aussi les commerciaux, parce qu'une entreprise qui intéresse le chef d'entreprise, c'est les ventes. Donc si le contrat bloque, ça ne sert à rien. D'où l'importance de chercher, bien sûr, à avoir un contrat qui protège l'entreprise et en même temps, en donnant la garantie au co-contractant qui va trouver aussi son épanouissement pour ne pas étoffer le contrat et le tuer. Un contrat doit vivre, il doit générer un bénéfice win-win pour les deux parties. Bien sûr, lorsqu'on parle de l'ingénierie contractuelle, la première question qui s'oppose aujourd'hui, parce qu'il y a une adage qu'on trouve souvent, c'est plusieurs personnes qui est répétée par des professionnels, des étudiants, comme soi-disant le contrat c'est la loi des parties. Faites attention parce que lorsque l'avocat prononce cette devise, lorsque je vous dis le contrat c'est la loi des parties, c'est ce qu'il dit. Lorsque le juge le dit, c'est ce qu'il dit. Mais attention, pour un profane, il faut expliquer. Pour un étudiant, il faut l'expliquer. Parce que les dispositions de l'article 230, bien sûr, la loi dispose que les règles contractuelles valablement formées tiennent lieu de la loi à ceux qui l'ont faite. Il tient lieu de la loi. Ce n'est pas une loi dans le sens strict du terme, mais il tient lieu, bien sûr, de la loi. Ils ne peuvent être révoqués que par le consentement mutuel de deux parties. Ceci veut dire, si on veut interpréter cette règle, veut dire que la volonté ne peut faire ni défaire que dans le cadre de la sphère protégée par la loi. Donc je pense qu'il faut faire référence, bien sûr, aux normes juridiques. Un contrat, lorsqu'on dit valablement formé, ça veut dire qu'il ne doit pas, en premier lieu, contredire la Constitution. Il y a des règles constitutionnelles. Un contrat ne peut jamais contredire la Constitution. Un contrat, bien sûr, ne peut pas contredire une convention internationale dans la limite de la Constitution aussi, parce que la convention nationale ne prime que dans la limite, dans le cadre de la Constitution. Si, par exemple, dans un contrat, quel que soit l'intitulé de ce contrat, il y a des clauses qui sont anticonstitutionnelles, bien sûr, ils sont nuls. Ils sont nuls.
et on peut aller au tribunal pour les déclarer nuls. Dans un contrat de travail, on ne peut pas insérer une clause de célibat. On ne peut pas insérer une clause d'interdiction de tomber enceinte pour une femme pendant les 2 premières années. Parce que tout simplement, le lien de subordination ne peut jamais atteindre la vie privée du salarié. Et la Constitution garantit la protection de la vie privée, la protection de la liberté au travail. La même chose pour la clause de non-concurrence. La clause de non-concurrence qui est une œuvre de la jurisprudence. Parce qu'il doit être limité. On se réfère des fois à un texte de droit de Dahir des obligations et contrats qui existe, qu'il doit être limité dans le temps et dans l'espace. Mais la jurisprudence rajoute aussi qu'il doit, bien sûr, protéger. Il doit plutôt protéger un intérêt légitime. Et aussi, bien sûr, il doit garantir aux salariés l'accès à l'emploi parce que la liberté de l'emploi est un droit constitutionnel. Donc, généralement, la liberté d'entreprendre, aujourd'hui, on ne peut pas interdire une personne de créer une entreprise parce que la liberté d'entreprendre est garantie par la Constitution. Donc, chaque fois qu'il y a une règle qui est anticonstitutionnelle, elle est nulle. La même chose pour le contrat ne peut jamais contredire la loi dans le sens strict. Un homme ne peut pas imposer à sa femme une autorisation pour exercer le commerce ou pour travailler, parce que le code du travail et le code de commerce autorisent la femme à travailler et à exercer le commerce sans le consentement de son mari, et toute stipulation contraire est réputée non écrite. Donc, la loi prime sur le contrat. La loi prime sur le contrat. La même chose par rapport à la jurisprudence. Toutes les règles issues de la jurisprudence, bien sûr, sont une source de loi et priment avant le contrat. Donc on ne peut pas se mettre d'accord, par exemple, sur la définition de l'illettré. On va dire que toute personne est illettrée, il déclare qu'il est illettré et il approuve ce qu'il y a dans le contrat parce que, tout simplement, la jurisprudence nous a donné la définition de l'illettré comme quoi c'est une personne qui ne maîtrise pas la langue de l'acte. Et lorsqu'on est illettré, la loi impose à ce que les écritures portant ou les engagements portant, les écritures portant engagement de personnes illettrées n'ont aucune valeur que lorsqu'ils ont été reçus par notaire ou officier public à se autoriser. Donc, la jurisprudence, bien sûr, on ne peut pas imposer dans le cadre, par exemple, de la loi 3108 qui protège le consommateur des dispositions qui sont contraires à la jurisprudence, qui sont contraires à la loi, qui sont contraires à la Constitution. La même chose pour la coutume. La coutume, c'est une source. Et d'ailleurs, il y a des domaines où la coutume prime. Si par exemple, on se réfère aux dispositions de l'article 2 du Code du travail, on remarque que la coutume et l'usage passent avant le droit civil, que le droit civil n'est bien sûr une source du droit commercial que lorsqu'il ne contredit pas le droit commercial. Ça veut dire que lorsque les deux commerçants sont en relation d'affaires, le silence vaut acceptation. Bien sûr, c'est une exception par rapport à la règle. Celui qui ne dit mot consent. Bien sûr, exception là, parce qu'ils sont en relation d'affaires. Donc l'objectif, donc la coutume, il y a énormément... Dans le domaine du droit du travail, il y a plusieurs accessoires du salaire qui devient droit acquis parce qu'il relève de la coutume. Lorsqu'il y a constance, répétition, avec l'élément psychologique, ça devient un droit acquis. Bien sûr, après vient le contrat dans le bas d'échelle. Ça veut dire que les règles contractuelles valablement formées tiennent lieu de la loi à ceux qui l'ont faite. Faites attention, bien sûr, toutes les règles qui sont contraires à la Constitution, à la loi dans le sens strict, à la jurisprudence et bien sûr aux conventions internationales, ces règles sont nulles et bien sûr on peut les déclarer nulles par le juge. Là, si par exemple, après avoir défini ce qu'on entend par la loi, la règle, plutôt le contrat et la loi des parties, c'est dans le cadre de la sphère protégée par la loi. Bien sûr, venons maintenant à la définition du contrat. Aujourd'hui, lorsqu'on parle du contrat, le contrat, c'est un accord de volonté. Bien sûr, cet accord de volonté a plusieurs aspects. Soit le but est de créer une obligation,
soit de modifier une obligation, soit de transmettre une obligation, soit d'éteindre une obligation. Bien sûr, lorsque je veux sécuriser un contrat, ça dépend de l'objectif. Ça dépend de l'objectif. Parce que des fois, il y a un arsenal juridique qui intervient dans le cadre de la mise en œuvre de cet outil, de cet acte juridique, qui est le contrat. Bien sûr, à côté de derrière les obligations contrat, vous avez la loi sur la protection du consommateur, vous avez la loi sur la liberté des prix et la concurrence, vous avez la loi sur la protection de la propriété industrielle, et vous avez aussi l'aspect pénal, puisque le droit pénal aussi intervient en matière contractuelle, puisque des fois, on peut intenter une action dans le cadre du pénal si l'élément matériel et, bien sûr, l'élément juridique et l'élément psychologique, l'élément moral, bien sûr, sont réunis. Alors, lorsqu'on parle de cette ingénierie, c'est une approche professionnelle. C'est une démarche, bien sûr, pour sécuriser un contrat. Parce que lorsqu'on rédige un contrat, normalement, quel est notre but? Qu'est-ce qu'on veut? Parce qu'aujourd'hui, tu peux t'adresser, par exemple, à un chef d'entreprise. Toi, en tant que juriste, ton avis ne se fie pas s'il n'est pas confronté à l'avis d'un financier. Par exemple, on reçoit une mise en demeure de tel établissement public qui nous réclame le paiement d'un montant, je ne sais pas, je dis n'importe quoi, donc de 1 million, 2 millions de dirhams. Bah, tu montes avec ton dossier pour voir ton patron, pour l'informer, en tant que juriste bête et méchant, comme quoi il faut payer. Ben, il va vous poser une autre question. Parce que ça intéresse l'homme d'affaires. C'est quoi? Ce qui l'intéresse, c'est le risque juridique. Il va vous dire, mais c'est quoi le risque si on ne paye pas? Automatiquement, tu vas, peut-être, je dis n'importe quoi, écoute monsieur, si on ne paye pas, on risque de payer une pénalité de 3% la première année. Ah. Donc il a imaginé une solution. Il a détecté le risque, il va vous dire on paye l'année prochaine. Pourquoi? Parce que pour lui, il a un moyen en tant que businessman de placer cet argent cette année et de gagner 6% et de payer 3% et paiera l'année prochaine. Donc qu'est-ce qu'il a fait ce monsieur? Il a évalué le risque, il a détecté le risque et il a fait la couverture de risque. Donc le juriste en lui seul ne peut pas sécuriser le contrat. Tout ce qu'il peut faire dans le cadre de la rédaction, ça veut dire qu'il doit faire un habillage juridique, mais tout en prenant en considération les soucis de tous les partenaires ou de toutes les personnes qui seront amenées à, bien sûr, à œuvrer ou à travailler ou à exécuter ce contrat, soit de son côté, soit du côté du contractant, bien sûr. En droit civil, en général, et au niveau de derrière obligations et contrats, bien sûr, on distingue différents contrats, types de contrats. Il y a des contrats synalagmatiques, il y a des contrats unilatéraux. Bien sûr, synalagmatique, c'est, comme vous le savez, c'est des obligations des deux parties, bien sûr. Et lorsqu'on parle de unilatéral, on parle effectivement de l'obligation d'une seule partie. Il y a des contrats de bienfaisance, ça veut dire à titre gratuit. Une partie donne sans recevoir, telle que la donation, par exemple. La donation, il y a deux parties, mais c'est une seule partie qui reçoit. C'est un enrichissement pur et simple. Lorsque la donation est une donation à charge, elle n'est plus à titre gratuit ou à titre onéreux. Donc chacun trouve bien sûr son profit dans ce contrat. À côté de ce type de contrat, il y a des contrats nommés, c'est des contrats prévus par le DARE, les obligations de contrat. Donc on trouve un nom, tel que le contrat de bail, le contrat de location de gérance du fonds de commerce, les contrats d'agence commerciale, c'est des contrats auxquels le législateur marocain a attribué un nom. Il y a des contrats nommés, donc ils sortent du traditionnel des contrats réglementés.
parle par exemple du contrat de concession, on parle du contrat de franchise, on parle de contrat d'hébergement d'un site internet, on parle de contrat... Il y a énormément de ce type de contrat qui sort de la pratique des affaires. C'est l'innovation et l'évolution du droit, parce que le droit des affaires en général et les contrats commerciaux sont en constante évolution. C'est pour cela des fois qu'on trouve aujourd'hui des contrats qui n'ont pas été prévus par un code qui a été publié en 1913. Il y a des contrats à exécution instantanée, ça veut dire obligation en une seule fois, et il y a des contrats successifs, prestations répétées, bien sûr, tels que le contrat de bail, contrat de prêt, etc. À exécution, l'exécution s'étale dans le temps. Alors pour les principes de base dictés par les auteurs du droit civil, parce qu'on parle du droit civil, on parle de drage d'obligation de contrat au Maroc, donc le premier principe c'est la liberté contractuelle. Ça veut dire qu'on ne peut pas imposer un contrat, comme on ne peut pas obliger une personne de contracter avec une personne au-delà de son choix. Bien sûr, c'est un principe, mais chaque fois qu'on parle de principe, il y a certainement des exceptions. Donc si les parties sont libres de contracter, mais on trouve des cas où les parties sont obligées de contracter. On verra la crise du contrat dans le cadre de la loi 1377 sur le traitement des difficultés, 13-17 sur le traitement des difficultés des entreprises. On trouve le syndic a seul la faculté d'exiger la continuité des contrats en cours. On trouve la cession légale des contrats dans le cadre du redressement judiciaire. On trouve heureusement que le sort du contrat de cautionnement a été régularisé avec cette loi, à la différence du Code de commerce, du livre 5 du Code de commerce qui avait réservé un sort très délicat à la caution. Donc il y a la crise, on peut parler de la crise de contrat. Le silence vaut acceptation, on suspend l'exécution, l'exception d'une exécution, on suspend la résiliation du contrat, c'est un peu l'exception la plus dangereuse, lorsqu'on suspend une sanction à l'inexécution d'un contrat, et même il y a des sanctions dans le cadre de la loi sur le traitement des difficultés d'entreprise qui ont même mis en place une nouvelle notion de quelques institutions de droit civil, telles que la notion de la nullité, qui ne produit plus les mêmes effets qu'on trouve au niveau du droit civil. Alors, à côté de cette liberté contractuelle, il y a des fois le contrat exige une forme. Une forme pour un contrat. Faites attention, aujourd'hui, on ne peut plus parler d'une donation contrat sous sein privé, sous la signature privée des parties. Le contrat de donation doit être authentique, sous peine de nullité. Le contrat de bail à usage commercial aujourd'hui doit être écrit. Il n'y a plus de contrat verbal, il n'y a plus de contrat... ça veut dire qu'il n'y a plus de contrat oral ou verbal. Le contrat doit obligatoirement être écrit sous peine de nullité de cet acte. Donc s'il n'y a pas d'écrit, le contrat n'existe pas. S'il n'y a pas d'écrit, la donation n'existe pas. Le contrat de société, c'est un contrat formel aussi, donc il faut la forme. Le contrat de mariage, c'est un contrat formel, donc s'il n'y a pas d'écrit, on ne peut pas parler, bien sûr, de mariage. Il faut prouver la relation de mariage par une action en justice, et à partir de là, donc, on peut établir cette relation. Donc, bien sûr, il y a aussi des contrats pour lesquels la loi a inséré, a imposé des exigences. Si on parle par exemple du contrat de vente de fonds de commerce, le législateur a exigé dans le cadre de la vente du fonds de commerce que le contrat bien sûr peut être verbal et écrit, mais il a exigé que les fonds doivent être consignés auprès d'une autorité habilitée à consigner les fonds, bien sûr parce que la vente du fonds de commerce nécessite la protection des créanciers. On doit protéger ces créanciers parce que les créances et les immeubles ne font pas partie du fonds de commerce, et l'acheteur du fonds de commerce, il achète uniquement l'actif et pas le passif, et selon l'article 1241, les biens du débiteur sont le gage général de ses créanciers. Donc pour protéger les créanciers du fonds de commerce, le législateur a exigé que les fonds doivent être consignés, et à partir de là, on parle de l'indisponibilité du prix jusqu'à ce qu'on sache est-ce qu'il y a des oppositions ou il n'y a pas des oppositions, bien sûr. Alors, mais des fois, lorsque le législateur ne prévoit pas de forme, donc les parties, ils sont libres
d'adopter la forme qu'ils souhaitent, mais à condition qu'il y ait un accord des deux parties, mais à condition aussi de ne pas aller au-delà, bien sûr, des clauses abusives, parce que comme dit l'adage, le droit, l'abus commence là où le droit cesse, et les clauses abusives, ils sont nuls. Et bien sûr, ça dépend, est-ce que le contrat est entre un professionnel et non professionnel, bien sûr l'intervention de la loi sur la protection du consommateur, est-ce que le contrat est entre deux individus, et à partir de là on peut parler de l'abus de position, l'abus de position de faiblesse, est-ce que c'est des contrats d'adhésion, bien sûr on va parler, et est-ce qu'il n'y a pas de clause abusive dans ce sens. Donc bien sûr la loi intervient toujours pour réguler la relation entre les deux parties, et le juge peut intervenir en cas de demande pour, bien sûr, garantir ce qu'on appelle l'équilibre contractuel et l'équilibre financier du contrat. Parce que dans des domaines bien déterminés, on trouve ce déséquilibre. Si on prend par exemple le secteur bancaire, il y a des clients qui sont profanes, il y a des clients qui sont avertis. Et la relation entre la banque et le client se traduit par actes juridiques, surtout par des contrats. C'est pour cela que Sa Majesté Mohammed VI, que Dieu le glorifie, dans son discours du 11 octobre 2019, avait donné des instructions pour que quelques mentalités bancaires changent pour rendre l'accès au service de la banque, pour rendre le service de la banque plus accessible. Parce que la banque, normalement, selon la loi, est tenue d'une obligation d'information, une obligation de conseil et une obligation de mise en garde. Et la banque doit garantir la sécurité, il doit bien sûr garantir la non-discrimination et bien sûr il doit garantir la surveillance pour que la relation contractuelle soit équilibrée tout en informant le client et en bien sûr luttant contre les clauses qui risquent d'être abusives et qui vont déséquilibrer la relation contractuelle entre les deux parties. Je vous remercie de votre attention.